don't want to set the world on fire. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Mais elle détruit. Elle change de visage au cours du temps. Elle est, sous ses différentes formes, l'une des causes de la fin des civilisations, de la fin du monde. Probablement la plus connue même. Mais elle n'est pas la seule. Paix et félicité, chers survivants. Parlons d'Apocalypse. À la base, un ensemble d'écrits contenant des prophéties et révélations sur l'avenir et sur la fin du monde, l'Apocalypse est désormais plutôt synonyme uniquement de fin du monde. Une œuvre issue du genre post-apocalyptique se situe donc logiquement après sa chute. Vous en connaissez sûrement quelques-unes, que ce soit dans l'univers littéraire, cinématographique ou encore dans l'univers du jeu vidéo. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Après la fin du monde donc. Le genre est vaste. Certaines œuvres se déroulent tout de suite après la fin du monde, voire pendant, d'autres longtemps après. Dans certains cas, c'est l'événement qui est important, pour alerter face à ce qui pourrait arriver, souvent de manière imminente d'ailleurs. Dans d'autres, l'apocalypse est un prétexte pour faire table rase. Pour cela, l'origine de la catastrophe est parfois inconnue. À partir de quand considère-t-on que c'est la fin du monde au fait ? La destruction totale ? La chute de la civilisation ? Une rupture brutale ? Aussi passionnantes que soient ces questions sur les limites du genre post-apocalyptique, celle qui va nous intéresser ici est quelles sont les différentes formes d'apocalypse ? Et c'est là que ça devient intéressant. L'anticipation est une projection du présent dans le futur. Aussi, les causes de fin du monde décrites reflètent les craintes de destruction et les mises en garde d'une époque. Voici donc quelques exemples de causes et leurs représentations au cours des 2 derniers siècles. On ne peut pas faire grand-chose contre la nature. Les nombreuses catastrophes et épidémies qui ont secoué l'histoire le confirment, ainsi que les traces de plusieurs civilisations qui ont précédé la nôtre et qui se sont effondrées. Bien que les origines de la fin de leur monde ne soient encore que des hypothèses pour certaines, il est souvent question d'une disparition causée d'abord par la guerre et la conquête, mais aussi par des épidémies, de lèpre par exemple, ou des catastrophes naturelles, sécheresses, tsunamis, etc. Dans l'imaginaire populaire, le mythe de l'Atlantide décrit par Platon parle de la disparition d'une civilisation engloutie par la mer. Souvent vu comme un châtiment divin, la crainte de l'apocalypse causée par la nature a traversé les âges. Le ciel nous tombe sur la tête. L'une des premières œuvres associées au genre post-apocalyptique au XIXe siècle est Le Dernier Homme, de Mary Shelley datant de 1826, où une épidémie de peste décime toute la population. La peste est toujours à l'ordre du jour une centaine d'années plus tard, en 1912, lorsque Jack London écrit La peste écarlate. Dans les 2 cas, l'apocalypse est donc provoqué par la mort de la majorité de la population suite à une épidémie. Plus récemment, une stérilité généralisée est à l'origine de la fin du monde dans Les Fils de l'Homme, écrit en 1992 par P.D. James. Le roman sera adapté au cinéma en 2006 et n'est pas le dernier film en date qui évoque ce sujet. La description d'une épidémie à venir, causée naturellement issue d'une expérience ratée ou provoquée par une arme bactériologique, est toujours fréquente. Je dois vous dire que j'ai nettement l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Outre les épidémies, c'est la Terre elle-même qui peut provoquer la chute de l'homme. Peu de temps avant Mary Shelley, en 1805, Jean-Baptiste Cousin de Grainville écrivait un roman nommé aussi Le Dernier Homme, dans lequel la Terre arrive en fin de vie parce qu'elle doit finir, tout simplement. Elle devient donc stérile et, spoiler, tout le monde meurt. C'est pas la fin du monde. Dans ce cas, il s'agit d'une cause naturelle, qui n'a pas été provoquée ou accélérée par l'homme. En 1910, Ronnie est né par l'au contraire dans La mort de la Terre, d'une pénurie liée à une surexploitation des ressources par l'homme. Ce sujet nous est familier, non ? La nature, exploitée et polluée, se meurt, entraînant l'homme avec elle, qui tente tant bien que mal de trouver des alternatives, s'il y en a. Dans La mort de la Terre, nous avons l'un des premiers exemples du genre post-apocalyptique où la cause est liée au progrès et à l'emprise de plus en plus forte de l'homme sur la nature. Mais ce thème n'est pas nouveau pour autant. En 1855, soit plus de 50 ans avant, il avait été abordé notamment par Eugène Usard dans La fin du monde par la science. Bien qu'il s'agisse d'un essai et non d'un roman issu du genre post-apocalyptique,
Eugène Usard essaye d'y avertir ses contemporains, en pleine révolution industrielle, sur les dérives du progrès et sur les conséquences potentielles de son développement incontrôlé, notamment sur la nature. L'homme voudra un jour diriger et gouverner les énergies de la nature, mais il arrivera un moment où il n'en sera plus maître. Elles lui échapperont quand il croira le mieux les étreindre, et notre humanité disparaîtra comme le cycle humain qui l'a précédé. On trouvera ensuite assez peu d'œuvres qui évoquent ce sujet jusque dans les années 60 et 70. Ces années-là sont particulièrement riches en œuvres post-apocalyptiques, certaines étant d'ailleurs devenues cultes. Côté littérature, on peut par exemple citer la série de romans Les 4 Apocalypses de J.G. Ballard, qui décrivent chacune un type de catastrophe naturelle différent. Côté cinéma, le film Silent Running de 1972 se déroule dans un vaisseau dont la mission est, au début du moins, de préserver les espèces végétales qui ont totalement disparu de la surface de la Terre. L'année suivante, dans le célèbre film Soleil Vert adapté du roman du même nom écrit en 1966, la pollution et la surpopulation sont la toile de fond d'une société en fin de course. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. La nature, l'écologie et les œuvres post-apocalyptiques qui s'y rapportent émergent réellement à ce moment-là. On pourrait y voir parmi les multiples causes l'influence de la culture hippie aux États-Unis, mais dans Silent Running, dans Soleil Vert et dans Sécheresse, l'une des 4 apocalypses, c'est en réalité une guerre nucléaire qui est à l'origine du mal. Comme je le disais un peu plus tôt, la guerre et la conquête ont été et sont toujours une cause de disparition des civilisations. Rien n'indique que l'apocalypse doit forcément conduire à la destruction du monde. Cela peut aussi être la fin du monde tel qu'on le connaît, une rupture suffisamment violente pour changer la donne. Avant 1945, avant qu'on ne voie en application la bombe nucléaire, la guerre du futur ne détruisait pas nécessairement la planète. Dans Ravage écrit en 1943 par René Barjavel, la guerre semble être la cause d'une coupure d'électricité générale et définitive qui provoque le chaos. C'est une rupture, dont on voit les conséquences l'année suivante dans le roman Le Voyageur imprudent, qui, sans être une suite, se déroule dans le même univers où les ravages ont eu lieu. Puis les champignons atomiques arrivent et illustrent la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide. La guerre ne peut plus ne pas être nucléaire. Le conflit est né du jour où les peuples ont accepté le grotesque principe que la paix serait sûrement maintenue par la possession de moyens défensifs de plus en plus puissants dont ils ne pourraient pas user, sans risque de se suicider. Toujours de Barjavel, Le Diable l'emporte me paraît particulièrement explicite à ce propos. En 1948, il décrit les années 60 plongées dans une course entre les nations pour la conquête de la Lune et pour l'armement nucléaire, jusqu'à ce que... enfin bref, un sacré visionnaire. Il avait un devoir à sa taille, très simple et qui l'occupait assez, subvenir aux besoins de ses enfants. Qu'allait-il devenir s'il était tué ? Maintenant, il n'a plus peur. La fleur d'Hiroshima l'a rassuré. Il sait qu'une nouvelle guerre est possible, mais si elle éclate, elle tuera tout le monde, tous en même temps. Poussière, lumière, vapeur, ses voisins, sa table et ses draps, sa maison, sa femme, ses enfants et lui. Nul ne manquera à personne. Il est soulagé. À la fin des années 50 sortiront des films tels que 5 survivants, Le Dernier Rivage ou Le Monde, la chair et le diable, qui se déroulent tous dans un monde où l'apocalypse nucléaire a eu lieu. La crise des missiles de Cuba en 1962 accentue cette menace nucléaire. Le stockage de missiles par l'URSS sur l'île de Cuba déplaît fortement aux États-Unis, notamment parce qu'en cas de déclenchement de conflit, ces missiles peuvent couvrir une grande partie du territoire américain. Les États-Unis mettent alors en place un blocus pour empêcher la flotte soviétique de passer, ce qui ne passe pas très bien vis-à-vis de l'URSS. Le déclenchement des hostilités paraît alors imminent. Ah, putain, le code! Oh, je l'ai foutu, le code! Ah, putain, il y en a des formalités pour tout faire péter, hein. Cet événement se ressentira sur la culture et contribuera à l'engouement pour le genre post-apocalyptique des années 60 et 70. En 1962, la jetée de Chris Marker se déroule entre autres sous terre suite au passage des bombes. La littérature est également fortement impactée. Un certain Philippe K. Dick a imaginé à plusieurs reprises le monde post-guerre nucléaire rien que dans les années 60. Dans La vérité avant-dernière en 1964,
Les gens vivent dans des abris souterrains puisque la guerre entre l'Est et l'Ouest fait toujours rage, et que la surface est apparemment dévastée. Dans Dr Blood Money en 1965, on suit durant quelques années la vie de quelques survivants, après que les bombes nucléaires aient détruit une bonne partie du monde. Et ça sans parler de son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques en 1966, que vous connaissez peut-être sous le nom de Blade Runner, et où la dernière guerre mondiale en date a laissé des traces radioactives de son passage. Il y avait deux solutions. Ou fabriquer les bombes et s'en servir, ou exiger que les États-Unis, les Soviets et le reste des nations trouvent un moyen de coexister. Les années 80 seront également riches en apocalypse nucléaire. C'est d'ailleurs également le cas côté soviétique, notamment avec les films Obi-Oba, film polonais sorti en 1985, et Lettre d'un homme mort qui date de 1986. Dans ces deux films, la population restante vit sous terre, la surface ayant été totalement dévastée par les explosions nucléaires et les retombées radioactives. Lettre d'un homme mort est d'ailleurs resté dans les annales puisqu'il est sorti le mois précédant la catastrophe de Tchernobyl. La menace du nucléaire n'a évidemment pas disparu avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide. Les bombes et autres catastrophes nucléaires sont toujours des causes fréquentes d'apocalypse. Réellement, je suis aussi navré que vous, Dimitri. Ne dites pas que vous êtes plus navré que moi, parce que je suis parfaitement capable d'être aussi navré que vous. Dans l'excellente série de jeux Fallout, dont le premier opus date de 1997, l'action se déroule de nombreuses années après la dévastation des États-Unis suite à un conflit, notamment avec la Chine. La particularité de cette série est qu'il s'agit d'une uchronie. Elle se passe dans un monde alternatif où le cours de l'histoire a changé par rapport au nôtre, surtout à partir des années 50. Dans ces jeux, bien que les bombes aient explosé en 2077, les vestiges de l'ancien monde ont une esthétique qui semble figée dans les années 60. Les causes de fin du monde dont on a déjà parlé sont également toujours présentes depuis les années 90. Dans la réalité comme dans la fiction, les épidémies ont certes diminué, mais n'ont pas disparu pour autant. Une forme de fin du monde proche, l'apocalypse zombie, peut également être liée à ce thème. Les fins du monde causées par le progrès sont toujours d'actualité également. Elles peuvent provenir notamment d'expériences scientifiques incontrôlables ou de catastrophes industrielles volontaires ou involontaires, à l'instar de ce qui s'est produit à Bhopal, Tchernobyl ou Fukushima. I have dedicated all my scientific knowledge and skill to projects which I knew could be put to evil purposes. For the common good, they said. L'origine peut également être la pollution ou la surexploitation jusqu'à l'épuisement de ressources qui sont devenues vitales. On peut le voir par exemple dans En panne sèche d'Andreas Eschbach en 2007, qui décrit une pénurie mondiale de pétrole. L'auteur alerte sur cette pénurie et lance un appel à changer entièrement de mode de fonctionnement pour éviter la catastrophe à venir. Il s'agit bien évidemment d'une mise en garde, comme d'habitude dans le genre post-apocalyptique. On peut même dire que c'est l'essence du genre. Bref. À cela s'est ajouté au cours de la seconde moitié du XXe siècle une forme d'apocalypse technologique, où c'est le mauvais usage ou la surabondance de technologie qui cause la perte de l'homme. Dans Terminator sorti en 1984, il est quand même question d'une apocalypse nucléaire, mais celle-ci est déclenchée par l'intelligence artificielle Skynet. Elle se poursuit par une guerre entre les robots doués d'intelligence et ce qu'il reste des humains. Et finalement, dans les causes d'apocalypse qui perdurent, il y a justement, et il y aura toujours la guerre avec toutes ses origines et sous toutes ses formes. Parce que la guerre ne meurt jamais. Alors en attendant l'apocalypse, soyez heureux et à bientôt! We'll meet again. Don't know where, don't know where.